À la une de l'actualité, plus de 90 milliards de francs CFA, c'est la somme mobilisée par l'emprunt obligataire lancé par le gouvernement burkinabé courant en mai dernier. L'opération connaît un engouement de la part des investisseurs et le bilan à mi-parcours donne plus que satisfaction et une suite est envisagée. On en parle dans quelques instants. 649 établissements privés d'enseignement déclarés non conformes au cahier de charges et plus de 200 d'entre eux qui seront officiellement fermés. Le point de l'opération fermeture d'établissements non conventionnels est fait à la presse ce matin. Nous aurons des précisions dans ce journal. Et puis au Brésil, un candidat à la présidentielle poignardé, Jair Bolsonaro, le candidat de l'extrême droite et qui se présente comme le favori du premier tour de cette élection présidentielle brésilienne, est agressé en pleine campagne. Heureusement, il est hors de danger, mais son état de santé reste délicat. Bonjour, merci de suivre les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un très bon appétit à vous qui êtes à table. Nous ouvrons ce journal par la visite du président de l'Assemblée nationale à Sia. Alassane Bala Sakandé sollicite dès son arrivée hier à Bobo-Dioulasso les bénédictions et les prières des autorités coutumières et religieuses pour la paix et la sécurité au Burkina Faso. Le chef du Parlement burkinabé interpelle également fidèles et populations sur la nécessité d'œuvrer pour la culture de la paix, gage de cohésion sociale. Biloudou Bazongo, Mireille Carole Tougma. C'est une mobilisation des grands jours qui accueille le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, et sa délégation. En visite pour 72 heures, ces élus du peuple sacrifient à la tradition en rendant visite aux autorités coutumières de la ville de Sia, avec une actualité marquée par la recrudescence des actes terroristes. Alassane Bala Sakandé demande aux autorités religieuses de prier pour la paix au Faso. Nous avons demandé à ces hommes de Dieu de travailler à la sensibilisation, de prêcher la paix. Parce que sans paix, il ne peut rien y avoir. S'il n'y a pas de paix, le muezzin ne peut pas appeler à la prière. S'il n'y a pas de paix, on ne peut pas sonner la cloche de l'église pour appeler les fidèles. Il est de notre devoir de nous mettre ensemble pour travailler à ce que ce Burkina Faso-là, que ce Burkina Faso reste et demeure un havre de paix. Une requête digne d'intérêt selon les autorités religieuses qui rassurent sur leur engagement à intercéder pour la paix et la sécurité. Au nom de toutes les églises et devant la nation, dire que nous allons prier pour notre pays et parce que notre paix en dépend. Et nous voulons prendre la résolution de parler aux membres de nos assemblées à rechercher la paix. Car le Burkina Faso n'appartient pas à quelqu'un. Ça appartient à nous tous. Et nous souhaitons réellement que Dieu convertisse les cœurs des uns et des autres à la paix et à un peu plus d'amour fraternel. C'est cela qui fera en fait avancer les vraies causes et ce sera le début des solutions aux vrais problèmes qui sont les nôtres. À travers cette tournée, le président de l'Assemblée nationale et sa délégation ont pour ambition d'interpeller les uns et les autres sur l'urgence de l'union sacrée pour préserver l'intégrité du territoire burkinabé. On marque maintenant une halte pour se souvenir de Daniel Wezen Coulibaly, disparu le 7 septembre 1958. En effet, cela fait 60 ans, jour pour jour, que disparaissait l'une des plus grandes figures de la vie politique voltaïque actuelle Burkina Faso. Premier africain à accéder au grade supérieur dans l'administration française, père fondateur du RDA, plusieurs fois député et sénateur, il dirige le premier gouvernement de la Haute-Volta mis en place en 1957. Retour sur le parcours de l'homme avec Hassan Gourabou et Moussa Sanou. Daniel Wezen Coulibaly. Près de 60 ans après sa disparition, les souvenirs de l'ancien homme politique voltaïque et africain tend à s'effacer. Bruno Doti Sanou est le directeur du CAD, le Centre africain de recherche pour une pratique culturelle de développement, un centre basé à Bobo-Dioulasso. Wezen Coulibaly, je crois qu'au niveau de Burkina Faso, de plus en plus, on tend à l'oublier, mais il n'en demeure pas moins que, pour moi, personnellement, c'est l'homme politique exemplaire. Je dirais,
c'est vrai au niveau des colonies françaises, il a fait le même travail, il a battu le même travail que Kwame Nkrumah. Panafricaniste, Wesen Coulibaly va s'illustrer dans les processus d'émancipation du continent africain à travers les RDA, le Rassemblement démocratique africain, parti politique créé en 1946 et dont il est avec le président Félix Houphouët-Boigny un des pères fondateurs. Celui qui fut également le premier Africain à accéder au grade de cadre supérieur dans l'administration française repose à Bobo Dioulasso dans ses cimetières. Pour le professeur André Wesen Coulibaly, l'un de ses fils, l'homme était un visionnaire. Un exemple. En 1956, Wesen parlait de l'immigration. En 1956, Wesen parlait de la propreté des villes, des quartiers. Il proposait aux jeunes qui n'avaient pas de travail de s'occuper de leur quartier, de nettoyer les quartiers pour que la ville soit propre. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Pour certains, Daniel Wesen Coulibaly se distinguait aussi par son sens de la rigueur. C'est du moins l'avis de Moutamou Kani, journaliste au quotidien Boboulé, l'Express du Faso. J'ai eu l'occasion de consulter son cahier d'école primaire. En son temps, certainement, ils écrivaient avec les plumes. Quand vous voyez l'application par laquelle son cahier, les mots étaient choisis, alors vous vous rendez compte que ce n'était pas n'importe qui. C'est un monsieur dont le soin, c'est-à-dire l'habillement, la coiffure forçait l'admiration. Et l'homme, selon certains écrits, se disait investi d'une mission, amener ses frères à un monde moderne, un monde indépendant, lui qui le prénom Wesen signifie en langue boamou, gardien de la maison. La culture Boaba l'amenait à œuvrer en homme de foi sur le terrain. La preuve en est qu'il est mort pauvre. À Bobo, il n'a qu'une seule parcelle. Je dirais même au Burkina, il n'a qu'une seule parcelle. Des rues, des monuments et autres infrastructures en Nord-Volta, aujourd'hui Burkina Faso et dans d'autres pays africains portent le nom de Daniel Wesen Coulibaly. Mais pour certains, l'homme méritait plus. Même le cinquantenaire de la mort de Wesen Coulibaly, il n'y a pas eu de manifestation. Il n'y en a pas eu. C'est sa propre famille qui a organisé ici une exposition. S'il avait vécu en France, je suis sûr qu'il allait faire partir des inscrits au Panthéon. La jeunesse burkinabé a besoin de modèles pour se définir aujourd'hui. Selon cet historien, cela passe tout d'abord par la connaissance des hommes qui ont écrit l'histoire de leur pays, tel le président Daniel Wesen Coulibaly. Grand homme politique, Daniel Wesen Coulibaly aura incontestablement marqué l'histoire de l'Afrique tout entière. Né vers 1909 et plusieurs fois député et sénateur, il va diriger le premier gouvernement de la Haute-Volta, gouvernement mis en place en mai 1957. À sa mort en 1958, Maurice Yamiogo lui succède et proclame l'indépendance du pays le 5 août 1960. Après ce rappel historique, retour sur les actualités nationales, le gouvernement espérait mobiliser 75 milliards de francs CFA, mais au lieu de cela, ce sont plus de 90 milliards de francs CFA que l'emprunt obligataire permet d'engranger. L'opération qui consiste en la mobilisation de ressources financières pour le PNDS a pour principe d'emprunter de l'argent auprès des investisseurs avec un taux de remboursement de 6,5% lancé au mois de mai dernier. Le bilan à mi-parcours va au-delà des espérances vu l'engouement des investisseurs, et une suite est même envisagée. On voit tout cela avec Issa Kafanto et Bouma Ernest Nebi. Pour une mise en œuvre réussie du PNDS, le gouvernement burkinabé multiplie les initiatives pour la mobilisation des ressources financières auprès des investisseurs. Des initiatives parmi lesquelles l'emprunt obligataire lancé le 15 mai dernier. Et la cérémonie de ce jour a pour objectif de faire le point des résultats déjà engrangés par l'opération et de susciter plus de l'engouement des investisseurs. C'est une opération gagnante-gagnante. D'abord pour le budget de l'État, maintenant pour les investisseurs, ça leur permet aussi de placer les ressources qu'ils ont en plus. Si vous prenez par exemple les investisseurs institutionnels comme les sociétés d'assurance qui ont des ressources ou les banques qui ont des ressources en attente, ces investisseurs peuvent les placer dans nos emprunts obligataires et
en tout cas avoir un gain. Ce mécanisme de mobilisation des ressources financières se fait en collaboration avec les sociétés de gestion et d'intermédiation dont Coris Bourse. Vous savez, le marché financier est organisé, il y a des acteurs et chaque acteur a juste sa partition. Donc, par exemple, pour les sociétés de bourse, c'est par ce canal-là que les transactions se font. Donc, vous ne pouvez pas aller voir un autre acteur qui ne peut pas faire cette activité-là pour lui demander de faire des achats de titres pour votre profit. Donc, tous ceux qui le souhaitent, effectivement, nos portes sont ouvertes, peuvent donc se mettre en relation avec nous et nous allons donc procéder donc aux transactions à leur profit. Notons que cette opération a permis déjà à l'État burkinabé de mobiliser auprès des investisseurs 93 milliards de francs CFA. On pourrait aussi imaginer aisément l'engouement des étudiants pour le paiement en ligne des frais d'inscription dans les universités publiques qui est désormais possible via Orange Money et Mobicash. La disposition qui devrait mettre fin aux longues files d'attente pour les nouveaux bacheliers pour l'acquittement de ces frais. Le partenariat vient d'être scellé entre les universités publiques et les deux opérateurs de téléphonie mobile pour cette plateforme, Daouda Sanou et Daouda Ouattara, et Estelle Judith Assogba. Les institutions publiques d'enseignement supérieur et de recherche et deux opérateurs de téléphonie mobile scellent un partenariat. À travers ces actes, c'est une plateforme baptisée Campus Faso qui est désormais opérationnelle. Elle permet ainsi aux nouveaux bacheliers de s'acquitter de leurs frais d'inscription universitaire via les services de ces deux sociétés de téléphonie mobile. C'est un service qui est fiable, qui est sûr, qui est rapide, bien entendu, mais qui apporte des solutions très importantes, très faciles à l'ensemble de nos clients et j'espère demain à l'ensemble des étudiants. C'est ensemble que ça devrait se passer. Il nous appartient de faire en sorte que les étudiants aient confiance en ce produit pour véritablement l'adopter. Pour un début, ce partenariat concerne 7 universités publiques du Burkina Faso et le service offert permettra à cette cible de gagner du temps et de faire des économies. Pour que les choses soient fluides, il faut évidemment qu'on puisse avoir une connectivité assez fluide, quel que soit l'endroit à partir duquel on s'engage donc à aller sur la plateforme. Il s'agit pour nous d'embarquer à la fois toutes les universités publiques, mais d'arriver à moyen terme à embarquer le privé sur cette plateforme. Parce que l'avantage de la plateforme, c'est de nous donner un identifiant unique pour les étudiants. Le processus s'étendra plus tard aux anciens étudiants, toute chose qui permettrait de faire des économies dans la gestion des universités. Et puis, ce coup de balai dans la grande maison de l'éducation nationale qui donne ses premiers résultats. Plus de 600 établissements privés d'enseignement déclarés non conformes au cahier de charges. 226 sont officiellement fermés. L'opération d'assainissement dans le milieu des établissements privés d'enseignement se poursuit sur le terrain. Les acteurs marquent un arrêt ce matin, le temps de faire le point à la presse à Ouagadougou. Daouda Ouattara, Maxime Zongo. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation durcit le ton face aux établissements clandestins. À la présente conférence de presse, le premier responsable du département révèle qu'à ce jour, ce sont 649 établissements qui sont en situation irrégulière, dont 226 officiellement fermés. La principale raison, le non-respect du cahier de charges. On s'est rendu compte que les conditions dans lesquelles la formation se fait en termes donc de superficie, en termes d'infrastructure, en termes de personnel, c'est pas possible. C'est même pas possible. Il y en a des images, c'est pas possible. Toujours selon Stanislas Ouaro, les 423 autres structures scolaires non encore fermées pourraient se mettre en règle dans un délai de 6 mois. Et si ces élèves-là ont été reconnus donc dignes de ces diplômes-là, ces diplômes sont reconnus. Il n'y a aucun problème à ce niveau. Donc les établissements sont passés par les mailles pour un problème de contrôle. Nous assumons notre responsabilité. Nous avons autorisé ces enfants à composer. Et même ceux qui sont dans les classes intermédiaires et qui ont été reconnus dignes de passer en classe supérieure, mais ils pourront aller s'inscrire dans d'autres établissements.
Cette opération de fermeture s'est déroulée courant juillet-août. Précision de taille, une liste nominative de ces établissements défaillants sera publiée très bientôt. Le ministre invite par conséquent les parents d'élèves à plus de vigilance et surtout à prendre connaissance de cette liste avant toute inscription. Nous allons dans les cascades où l'eau potable est de retour dans les canalisations de la ville de Banfora et c'est un ouf de soulagement pour les populations. Le calvaire pour se ravitailler en eau dans la cité du Paysanois qui dure depuis le 19 août est bien fini. Le tuyau de conduite qui était hors d'usage est maintenant rétabli et la distribution du liquide précieux reprend son cours normal. Ce sont les autorités de l'ONEA qui confirment cela. Nous faisons le constat avec Karim Ilboudo et Rachid Savadogo. À Banfora, tout comme à Bérégadougou, l'eau potable est de retour dans les ménages après plusieurs jours de pénurie. Et sur le terrain, représentants de la direction régionale de l'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA et autorités locales sont là pour rassurer les populations que le mal est désormais derrière elles. Le 19 août 2018, aux environs de 16h, il a été constaté l'interruption de l'arrivée d'eau brute à la station de traitement de Banfora. Les recherches diligemment entreprises ont permis de déceler la rupture de la conduite de refoulement. La session s'est normalisée avec la réparation de la conduite endommagée. L'Office national de l'eau et de l'assainissement voudrait porter à votre connaissance la fin de la crise qu'ont connue les localités de Banfora, Bérégadougou et Takérédougou. Donc vraiment nous tenons à saluer, à remercier en tout cas les responsables de l'ONEA pour ces dispositions et pour en tout cas la diligence avec laquelle ils ont résolu donc ces problèmes-là. Le tuyau défaillant était immergé dans cette zone marécageuse à quelques kilomètres de Banfora. Comme dispositif alternatif en pareille situation, des nouveaux forages sont créés à l'image de celui-ci à Bérégadougou. Là où c'est intéressant pour ce forage, c'est que ça permet à Bériga et à Takalé d'avoir une source alternative. Donc en plus de l'alimentation qui va venir de Banfora, on a ce forage qui vient en renfort. Donc c'est une source alternative qui sera pérennisée. Jean Ouedraogo est aux commandes de la direction régionale de l'Office de l'eau il y a 2 semaines. Dans son programme, la mise en œuvre du programme eau et assainissement, un projet qui vise à renforcer l'alimentation en eau potable dans la zone. Et puis un mot de religion dans ce journal avec la tenue de la 22e édition du Jeûne international d'Esther de Ouagadougou du 6 au 8 septembre sous la présidence du révérend pasteur Mamadou Philippe Karambiri. Le jeûne auquel je prends plaisir, c'est le thème de cet événement spirituel qui allie louange et adoration. Les chrétiens sont venus de plusieurs pays d'Afrique et d'Europe donc pour ce temps de prière dans la privation et l'abstinence pour la paix et au nom de la foi. On voit tout cela avec Konsoun Koulibaly et Zalissa Sanfo. Chant, louange et adoration. Les fidèles des églises évangéliques célèbrent ainsi le début du jeûne d'Esther. 72 heures de pénitence et de prière pour implorer la grâce divine. Venus du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Niger et de la France, ces fidèles souscrivent tous à l'esprit du jeûne d'Esther. Je vais traiter sur le vrai jeûne parce que le jeûne a une importance dans une nation. Lorsque toute une équipe de gens, c'est-à-dire que les croyants se mettent ensemble pour implorer la grâce de Dieu pour la nation, pour les habitants et tout, je crois que Dieu fait grâce afin que cette nation-là recouvre, surtout dans une période où nous voyons autour de nous un peu d'insécurité et tout. Nous voulons prier et crier à Dieu pour que vraiment les forces du mal s'éloignent et que nos forces de défense et de sécurité aussi aient cette grâce-là pour vraiment défendre la nation. C'est depuis 1996 que la communauté évangélique organise le jeûne d'Esther au Burkina Faso. Pour ses fidèles, le jeûne d'Esther est bénéfique. J'ai toujours eu le grand plaisir de participer à ce jeûne-là
parce que c'est des moments vraiment de connexion avec le Seigneur, c'est des moments de prière et c'est des moments aussi d'écoute de la parole de Dieu. Ce sont des moments où les enfants de Dieu se retrouvent pour prier pour des sujets très importants pour le pays. Basé à la maison du peuple à Ouagadougou, ces fidèles vont y rester jusqu'au samedi 8 septembre, date de rupture de ce jeûne d'Esther 2018. Actualité étrangère, nous allons au Brésil où un candidat à la présidentielle est victime d'agression. Il était considéré comme le favori du premier tour de cette élection présidentielle brésilienne. Le candidat de l'extrême droite, Jair Bolsonaro, est poignardé en pleine campagne dans la ville de Juiz de Fora, dans l'état du Minas Gerais, transféré à l'hôpital de Sao Paulo. Donc, il est hors de danger, mais son état de santé reste délicat. Moment dramatique de la campagne pour la présidence du Brésil que celui où le favori des sondages, le candidat d'extrême droite, se fait attaquer alors qu'il est porté par ses sympathisants. Poignardé à l'abdomen, Jair Bolsonaro a dû être opéré d'urgence et son état est stable. L'assaillant a immédiatement été attrapé par la foule choquée et en colère qui l'a molesté. Remis ensuite à la police militaire, l'homme de 40 ans dit avoir agi pour des raisons personnelles sur ordre de Dieu. L'ancienne présidente Dilma Rousseff a réagi, condamnant une nouvelle fois les déclarations controversées de Bolsonaro. Je pense que c'est lamentable, dit-elle, mais je pense aussi qu'encourager la haine engendre ce type de comportement. Vous ne pouvez pas dire que vous allez tuer tout le monde, d'autant plus si vous êtes candidat à la présidence. Bolsonaro, ancien militaire de 63 ans, nostalgique de la dictature, tient depuis de nombreuses années des propos violents, homophobes, sexistes, racistes. Il se définit lui-même comme le Donald Trump brésilien. Sa participation à l'élection est désormais mise en doute, alors que l'hôpital a fait savoir que sa convalescence pourrait prendre des mois. Et pour finir, la lecture croisée des quotidiens burkinabés. Les parutions de ce jour abordent la mauvaise posture de l'opposition politique au Sénégal. Les journaux reviennent surtout sur les attaques terroristes à l'est du Burkina Faso et s'interrogent sur les auteurs de tels crimes. La revue de presse avec Touboum Evelyne Dabiri. Attaques répétées dans l'est du Burkina, les quotidiens analysent diversement la question. Sissi Douaya s'intéresse à l'impact négatif de ces attaques sur l'économie de la région. Le pays, lui, recherche les auteurs de ces crimes. Qui en veut à mon pays questionne le pays. Ce journal analyse le mode opératoire des terroristes et remarque que ces attaques n'ont jamais été revendiquées, chose contraire à la stratégie communicationnelle de ces derniers. Ce journal questionne de nouveau qui sont les acteurs alors de cette armée secrète. Que veulent-ils? En réponse, ce journal se lance dans des spéculations, accusant tantôt la secte islamique Boko Haram et tantôt certains anciens soldats burkinabés qui voudraient rendre le pays ingouvernable. Dans tous les cas, le danger est permanent dans l'est du Burkina, estime aujourd'hui au Faso, et ce journal relaie l'invite faite par le gouverneur de la région à observer une plus grande prudence lors des différents déplacements dans la zone. Et face à ce problème sécuritaire, le quotidien déplore que le pouvoir, tout comme l'opposition, déplace des problèmes et s'échine sur la question de l'opportunité ou non de rendre publique la lettre du DR de l'Est ou sur le vote des Burkinabés de l'étranger, en oubliant que certains Burkinabés de l'intérieur risquent de ne pas voter en 2020 si la situation sécuritaire ne s'améliore pas. Pour aujourd'hui au Faso, l'heure doit être à l'union sacrée et, ensemble, nous vaincrons. Hors du Burkina, c'est la question politique au Sénégal qui intéresse les quotidiens. L'opposition sénégalaise sera orpheline de ses candidats les plus emblématiques à la présidentielle de 2019, informe l'observateur Palga. Et pour cause, la disqualification de Karim Wade et de Khalifa Sall. En plus, poursuit ce journal, d'autres candidats de l'opposition comme Idrissa Seck et Barthélémy Diaz pourraient rejoindre la liste des recalés. Mais le pays nuance la conclusion de son confrère et rappelle que Khalifa Sall a fait un pourvoi en cassation et tant que le dossier n'est pas clos, il est toujours susceptible de rebondissement et même de renversement total de situation. En attendant, c'est un sale temps pour l'opposition, conclut l'observateur Palga. On s'arrête ici pour les actualités de cette mi-journée. Merci de votre attention. Très bon après-midi à tous.